On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de ces nombreuses funérailles qui sont reportées à plus tard et de l'impact sur les maisons funéraires dans la région avec Alain Paradis de Le Sieur et Frères. Mais d'abord, parlons des impacts sur le réseau de la santé, le CIS de la Montérégie-Centre et, entre autres, cette situation hyper préoccupante à la résidence Saint-Jean, la maison de soins palliatifs sur le boulevard Saint-Luc. Avec toute cette crise de cette pandémie de la COVID-19, on le sait, des impacts importants sur le réseau de la santé. Et l'une des raisons pour laquelle on a imposé autant de confinement pour aplatir la fameuse courbe, c'est pour protéger, entre autres, oui, des vies, mais pour protéger également la capacité du système de santé. Parlons du centre de santé qui nous occupe ici sur le territoire, celui de la Montérégie-Centre, avec son président-directeur général, Richard Deschamps. Bonjour, bienvenue. Bonjour, M. Latour. Dites-moi, dans les premiers jours, dans les premières heures de cette crise, quels ont été les principaux enjeux auxquels le CIS de la Montérégie-Centre a été confronté? C'est une grande question. Disons que lorsque l'état d'urgence socio-sanitaire a été déclenché le 13 mars dernier, ça a été à toute fin une opération militaire, je dirais, où on a dû... en l'espace de quelques jours, se revirer de bord en bon québécois et faire en sorte que notre organisation puisse offrir des services qui étaient en réponse à la pandémie qui commençait déjà à faire ses dégâts. Dans notre CIS à nous, il faut le savoir, là, on a un hôpital chaud et un hôpital froid. L'hôpital chaud, c'est l'hôpital Charlemagne où on a actuellement, aujourd'hui, on a 55 lits pour les patients atteints de la COVID-19. Et 25 lits de soins intensifs à ce jour. Ça peut augmenter. Et on a aussi un hôpital, un ancien CHSLD, qui est un ancien hôpital, maintenant, et qui est redevenu un hôpital, qui s'appelle l'hôpital Saint-Lambert, qui peut accueillir 18 personnes avec un profil gériatrique atteintes de la COVID-19. Alors, si on calcule tous ces lits-là, c'est pas loin de 100 lits actuellement là, qui préoccupent cette zone chaude-là. À Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est un hôpital qu'on appelle froid. Ça veut dire que les services réguliers se poursuivent et il n'y a pas de patients hospitalisés atteints de la COVID. Ouais. De ce que j'ai compris, vous me corrigerez, parce qu'à un certain moment, on voulait augmenter la capacité des lits COVID, des soins intensifs liés à la COVID. Bon, fort heureusement, quand on regarde le tableau québécois, quand on regarde le réel versus la capacité, on a quand même une marge de manœuvre. Qu'en est-il du CIS de la Montérégie-Centre? Autrement dit, de cette capacité ou de cette marge de manœuvre que vous vous êtes donnée, disons, au début de la pandémie? Bien, un peu comme M. Legault l'a dit lui-même, on avait anticipé une vague beaucoup plus importante qu'elle ne s'est avérée. Puis c'est tant mieux. On en est bien heureux tout le monde. Alors, c'est sûr que nous, on s'était donné de la capacité. Dans les premiers jours, comme je le disais tantôt, on a reviré l'organisation à l'envers. On a créé un hôpital dans l'hôpital, là, je parle de Charlemagne, où on a créé une zone de soins intensifs. Après ça, par la suite, des zones de lits d'hospitalisation avec des chambres négatives, avec un paquet de bricolage technologique qui ont fait en sorte qu'on était capable de mettre en place de la capacité. Si vous me demandez aujourd'hui, est-ce que votre pleine capacité est atteinte? La réponse est non. On a de la capacité. On accueille même des gens de Montréal actuellement à Charlemagne. Parce que Montréal, on le sait, Montréal est fortement atteint et un peu moins en Montérégie. Alors, pour aider nos collègues de Montréal, actuellement, on fait de l'hospitalisation de patients atteints de la COVID à Charlemagne. Bon, qu'en est-il des fameux équipements médicaux? Bon, d'une part, les respirateurs, mais surtout les masques, les gants, les blouses. Est-ce que ce qui se passe au CIS de la Montérégie-Centre est un peu à l'instar de ce qu'on a au Québec? Est-ce qu'on est limité dans la fourniture d'équipements ou est-ce qu'on est correct à ce moment-ci? Ça, c'est un bon point. Dans les premières semaines, c'était serré. On a eu chaud. On n'a jamais été en rupture, par contre. Ça, c'est important de le savoir. On n'a jamais été en rupture. Et puis, vous savez, ce genre de crise-là, des fois, fait en sorte que des organisations... je vais faire juste une petite aparté. Pour un dirigeant d'organisation, lorsqu'on veut savoir si notre organisation est à maturité, si on veut savoir si notre organisation a de la résilience puis de l'intelligence collective, bien, c'est une crise comme celle-là qu'elle fait ressortir ces traits-là. Je peux vous dire qu'on en a de l'intelligence collective, puis on a de la résilience, puis de la créativité. Alors nous, non seulement on a été serrés au niveau des équipements de protection individuelle,
mais on a développé notre propre capacité d'équipement. C'est-à-dire qu'à l'Institut Nazareth et Louis Braille, qui fait partie de notre CIS, ces gens-là actuellement fabriquent des visières pour se protéger des gouttelettes. On a réquisitionné, entre guillemets, un atelier de couture pour fabriquer des jaquettes réutilisables. Nous sommes un des rares CIS actuellement qui a une capacité de jaquettes réutilisables importante. C'est ça, ça protège notre personnel. Alors ça, on a développé ça. On a fait aussi des masques. Là, on va distribuer bientôt des masques réutilisables, cousus par des ateliers de couture, avec une membrane microbienne pour protéger nos employés et nos médecins lorsqu'ils sont en déplacement dans la communauté, particulièrement les transports en commun, les épiceries, ces trucs-là. Alors nous, là, au niveau du matériel, puis on a fait plein de contacts avec un paquet de monde. En plus, j'en profite pour remercier les donateurs. Il y a beaucoup de monde, particulièrement dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, beaucoup de monde qui nous ont donné de l'équipement ou des facilités, des gens qui nous ont permis d'avoir des stationnements pour le personnel et les médecins gratuitement. On a reçu des caisses d'équipement aussi. Alors, tout ça, ça a fait en sorte qu'on n'a jamais été mis en rupture. Jamais, jamais. C'était serré, mais c'était contrôlable. Parlez-moi de la situation dans les CHSLD, disons les CHSLD publics, donc gérés par le gouvernement, par le ministère, par un CIS de la Montérégie-Centre, parce qu'on le voit, le premier ministre lui-même parlait de la deuxième phase et on le voit très, très bien que la COVID affecte principalement les personnes âgées, donc forcément les personnes âgées sont entre autres dans les CHSLD. Donc, qu'en est-il de la situation chez vous au CIS de la Montérégie-Centre? Bien, je pourrais vous dire que la situation là, est sous contrôle dans nos CHSLD. On a été très, très peu impactés par la COVID-19 comparativement à d'autres endroits. Et c'est tant mieux. Puis j'en profite de toucher du bois lorsque je vous parle, parce que ça peut changer dans les heures qui suivent, parce que vous savez, c'est un virus extrêmement agressif. Pour le moment, nos équipes et nos médecins ont fait un travail extraordinaire. Ils ont été capables de circonscrire je pourrais dire, les foyers d'incendie, particulièrement dans un de nos CHSLD à Saint-Jean, où c'est un important CHSLD. Et puis, un jour, une dame a testé positif, une résidente a testé positif, à notre grande surprise. Et on a fait à ce moment-là, on a été bien en avant même des mesures gouvernementales. On a procédé à un dépistage systématique, puis on a mis en place les équipements de protection individuelle obligatoires pour tout le monde. Masques, gouttelettes, gants, jaquettes, pour tout le monde, pour circonscrire l'incendie. Bien, on l'a tellement circonscrit que ça s'est limité à une seule personne, probablement infectée par un travailleur asymptomatique provenant d'une agence de soins, parce que notre personnel, tout le monde a testé négatif. Alors, cette personne-là, non seulement elle a testé positif à la COVID-19, personne d'autre n'a été infecté, ni dans le personnel, ni dans les autres résidents. Et puis, j'ai le bonheur de vous dire que la dame se remet de la COVID-19. Elle teste maintenant négatif. Alors, là, c'est formidable. Vous faites référence probablement au cas de Gertrude Lafrance, je présume? En plein ça. Bon. En plein ça. Du côté des CHSLD, de nature plus privée et tout ça, sur le territoire, est-ce qu'il y en a beaucoup sur lesquels le CIS a quand même un regard sur les activités qui sont en cours? En fait, on a un regard sur toutes les activités qui sont de soins et de services. C'est la loi, c'est notre responsabilité populationnelle. Ça nous est conféré, que ce soit privé ou public. C'est sûr qu'au niveau privé, on a quand même un contrôle qui est quand même plus limité qu'en public. On a actuellement une situation dans l'un de nos privés. Actuellement, on a une ARI actuellement qui connaît une difficulté importante au niveau de la COVID-19. Puis on a une très bonne collaboration de ces gens-là. Ils sont des partenaires. On est en train de circonscrire la situation. Fait que ça, c'est dans notre territoire à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans votre territoire, il y a une situation actuellement qui nous préoccupe, c'est celle de cette ARI-là. Et ça comprend des soins palliatifs et une ARI pour des personnes âgées. Ils ont été impactés. Mais la situation est stable. Les gens ont des symptômes, mais personne n'a été hospitalisé pour le moment. À ma connaissance, je n'ai pas eu d'hospitalisation. Parce que ça, c'est d'une tristesse infinie, parce que, bon, j'ai appris la nouvelle hier. Oui, on parlait d'un cas à Gertrude Lafrance, et là, après, on parlait d'une possibilité de 8 cas à la résidence Saint-Jean sur le boulevard Saint-Luc. C'est dramatique. Pour finalement apprendre que c'est l'unité de soins palliatifs où on parle de 8 cas, mais 8 cas, ça correspond à 89 % des lits de l'unité de soins palliatifs. Donc, des gens qui sont déjà en fin de vie, oui,
mais on parle quand même de 8 personnes d'atteintes par la COVID dans cette unité. C'est totalement... c'est atroce, là. Bien, il faut faire attention avec les pourcentages et les petits chiffres. C'est sûr que ça peut paraître très, très gros, mais ça n'enlève pas le côté dramatique de la situation. Je suis tout à fait à la même place que vous là-dessus. C'est dramatique. Ce sont des gens qui sont en fin de soins de vie. C'est dramatique pour leurs proches. C'est dramatique pour la personne qui le vit. C'est dramatique pour le personnel parce qu'il y a du personnel qui a été aussi infecté. Alors, ce que je peux vous dire actuellement, c'est que la situation elle est circonscrite, préoccupante, mais quand même contrôlée. Et on a une bonne collaboration du propriétaire de son équipe. Alors, pour le moment, bien que ce soit préoccupant, on a la prétention de contrôler la situation en toute humilité, parce que c'est la COVID-19 et c'est pas facile à gérer. Les gens, les proches de ces personnes-là ont des droits de visite avec des mécanismes de contrôle, évidemment, parce qu'il y a un certain danger. Alors, il faut contrôler les règles de sécurité. Alors, je dirais, dans tout le 6, c'est la zone la plus chaude actuellement qu'on a en termes d'attaque de la COVID-19. Bon. Est-ce que maintenant, tous les employés du CIS de la Montérégie-Centre seront ou doivent être testés, ou seulement ceux qui sont dans les hôpitaux ou dans les CHSLD? Donc, parce que même, je fais référence à un cas récent, celui du docteur Lucier, gériatre, qui était à Tout le monde en parle dimanche soir, asymptomatique, et qui a été testé positif. Il l'a appris le lundi. Donc, c'est vraiment le cas type d'une personne qui visiblement n'a aucun symptôme et qui est porteur de la maladie. Donc ça, il peut y en avoir un peu partout dans les employés de la santé au Québec. Oui, et ça, c'est jamais impossible. Il y a un certain mystère entourant les personnes asymptomatiques actuellement. Là. Nous, ce qu'on a fait, là, pour répondre à votre question, actuellement, ce qu'on fait, on est extrêmement agressif. Lorsqu'une situation est signalée d'atteinte de la COVID-19, on fait un dépistage systématique au complet, résidents, employés. Et on le fait. Et ça fait partie un peu entre guillemets, de notre succès actuellement. On a été agressif. On n'a pas lésiné sur les moyens. On a fait vraiment là, des tests à grandeur des CHSLD et du personnel. On a trouvé des gens asymptomatiques, je vous le confirme, comme Dr. Lucier, des gens, entre autres des membres du personnel, qui pensaient avoir rien du tout. Ils avaient la COVID-19. Alors, c'est arrivé dans un autre CHSLD dans le territoire de Champlain, dans le territoire de Longueuil, dans un CHSLD qui, lui aussi, est impacté un petit peu plus que Gertrude de la France. Et là, il y avait des employés asymptomatiques, même histoire que Dr. Lucier. Il nous reste une vingtaine de secondes. Le CIS Montérégie-Centre, c'est à peu près 11 000 employés. Quel est le message que vous transmettez à ces gens-là qui vous regardent en ce moment? Bien, moi, j'ai beaucoup de fierté. Comme PDG, j'ai beaucoup de fierté. Vous pouvez compter sur du personnel dévoué, des médecins dévoués, dédiés. Ils sont en mission. Nous sommes en mission. On ne compte pas nos heures, on fait des heures de fou. Mais on a au moins l'heureux bonheur de dire que pour l'instant, on contrôle la situation. Puis ça, on en a beaucoup de fierté collectivement. Richard Deschamps, merci beaucoup. Bonne continuation. Toujours un plaisir. Merci. Plaisir. Restez avec nous, puisqu'au retour, on parle d'un impact aussi sur un autre vecteur de la société, celui des maisons funéraires. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Parmi les impacts dans notre communauté, dans l'économie également, mais dans la communauté, c'est entre autres le monde funéraire. Pas tant par l'accroissement du nombre de décès liés à la COVID, mais par le nombre de funérailles qui, en ce moment, ne peuvent pas avoir lieu depuis quelques semaines déjà. Et évidemment, la roue continue de tourner. Donc oui,
Il y a encore des gens qui décèdent comme ils en décédaient avant la COVID. La seule différence, c'est qu'on procédait aux funérailles. Les gens pouvaient se réunir pour faire leur deuil. Donc, parlons un peu de cet impact du côté du Centre funéraire Le Sieur et Frères avec son directeur général, Alain Paradis. Alain Paradis, bonjour, bienvenue. Bonjour, M. Latour. Bon, quand on a eu, disons, l'arrivée de cette pandémie, ensuite de ça, les premières conférences de presse du premier ministre avec le docteur Arruda, où à un certain moment, et le docteur Arruda lui-même l'a dit, je m'en rappelle, il a dit là, les funérailles, c'est terminé, là, on ne veut pas de funérailles. Comment chez vous, de quelle façon avez-vous reçu cette nouvelle-là au début de la crise? Bien, pour nous, on trouvait ça triste pour les familles d'une part, mais aussi plus facilitant pour nous. Parce que imaginez quand même, peu importe les locaux, peu importe la taille des locaux, les gens ont toujours tendance à vouloir se rapprocher l'un de l'autre. Fait qu'il faut jouer à la police pour protéger les clients d'eux-mêmes, de leur famille, de leurs invités, mais aussi protéger nos employés qui sont quand même craintifs de travailler dans un contexte où on ne sait pas qui, un ennemi est visible, comme on a dit, on ne sait pas qui est porteur, qui ne l'est pas. Beaucoup de gens sont très insouciants, beaucoup de gens sont très respectueux, mais il y en a encore beaucoup qui sont insouciants. C'est quoi l'impact de reporter à plus tard des funérailles, puis des funérailles, puis des funérailles? Je ne sais pas combien vous êtes rendu, mais je veux dire, c'est quoi l'impact pour une entreprise comme la vôtre là, de reporter à plus tard la tenue de cet événement qu'on appelle les funérailles? Bien, ça va être un beau problème à gérer le moment venu. Effectivement, on a quand même quelques événements qui se tiennent ici, mais c'est vraiment très peu par rapport à ce qu'on a d'habitude. Et c'est les familles qui décident, puis nous, on les accompagne là-dedans, tout en respectant les conditions puis les critères de la santé publique. Donc, c'est des très petits groupes. Donc, ça va de 5 à 10 personnes maximum. Puis, évidemment, le facteur de distanciation est toujours valide, comme dans l'ensemble de la province. Puis, faire en sorte que les gens ne se retrouvent pas tous dans la même pièce en même temps. Okay. S'il y a une cérémonie, bien, il faut quand même qu'il y ait la distanciation entre les personnes. C'est très difficile, mais il y a des gens qui ne veulent pas passer à côté et on peut comprendre parce que c'est plus difficile pour les familles que ça l'est pour nous. Nous, gérer de la logistique, on fait ça depuis des années. Mais les familles, eux, tu peux pas, tu sais, on dit tout le temps, tu peux pas reprendre tes funérailles. Tu sais, c'est là que les gens ont besoin de l'énergie que les familles, les visiteurs peuvent leur transmettre. De le faire par visioconférence, ça n'améliore pas autant que le contact humain. Parce qu'en fait, puis le monde funéraire a changé au fil du temps. Bon, il fut une époque, premièrement, tout le monde était exposé. Aujourd'hui, on parle d'incinération. Aujourd'hui, les gens font les funérailles parfois 2-3 semaines même après le décès, un samedi, dimanche idéalement, pour que tout le monde puisse se réunir. Donc ça avait déjà changé. Mais les gens se voyaient, s'embrassaient, se cajolaient, se faisaient des câlins. La funéraille, ça fait partie aussi du processus du deuil. Et on dirait que tant que la funéraille n'est pas passée, on ne peut comme pas passer à l'autre étape. Hein? C'est un peu ça? Exact. Parce que le deuil, ça ne dure pas 3 semaines, ça ne dure pas 3 jours. Ça peut durer pour certaines personnes plusieurs années. C'est sûr qu'avec le temps, ça s'apprivoise, la perte de la personne, mais ça reste que dans les moments qui suivent le décès, les gens ont besoin de partager, ont besoin de rituels. Donc, c'est un peu ça. Et quand on parle de visite au salon, qu'on parle suivi de la cérémonie, suivi de la réception, qui est un peu une période un petit peu plus festive pour souligner les bons moments avec la personne disparue, puis aussi pour refaire des liens familiaux. Puis c'est dans ces périodes-là que la famille proche réussit à aller capter l'énergie par les visiteurs. Puis c'est sûr que les rituels ont changé avec le temps. Mais nous, on trouvait déjà, puis c'est pas juste nous qui le disons, là, les psychologues le disent, qu'évidemment, l'embaumement, ça fait partie d'un rituel très important. De voir la personne décédée, ça permet au cerveau de détecter que là, regarde, il y a une fin, là, c'est fini. Dans la période présente, les gens ne peuvent même pas accompagner, pour plusieurs d'entre eux, la majorité finalement, ils ne peuvent pas accompagner la personne décédée jusqu'à la fin. Ceux qui sont à l'hôpital, ne serait-ce une semaine, 2 semaines, 3 semaines avant, qui ne sont pas atteints de la COVID-19, puis s'ils sont atteints de la COVID-19, encore pire. Mais de toute façon, c'est que les familles n'ont pas pu accompagner le défunt.
En plus de ça, ben, c'est déjà quand tu accompagnes une personne pendant de nombreuses semaines, des fois de nombreux mois, tu peux entamer un deuil progressif, un pré-deuil. Mais là, tu ne peux même pas le faire. Puis en plus, on t'enlève la portion importante qui est le côté funérailles. Donc, de ce que je comprends, vous pouvez quand même tenir quelques événements de funérailles dans la mesure où on respecte la distanciation sociale dans votre bâtiment. Il n'y en a pas beaucoup, vous dites, mais on peut quand même le faire dans la mesure où on est capable de respecter les règles et de procéder maintenant à la funéraille plutôt qu'à la reporter plus tard. Par contre, je présume que là, les gens ne peuvent pas se toucher, ils ne peuvent pas s'embrasser non plus. Ils se voient à 2 mètres, mais ils ne peuvent pas non plus y aller de grands élans, disons, physiques. Non, effectivement. Puis c'est des très, très petits groupes, comme je disais tantôt, 5-10 personnes maximum. Puis même ces 5-10 personnes-là, admettons qu'il y a une dépouille d'impliqués, un cercueil et tout, bien, ce petit groupe-là se retrouve souvent au cimetière, puis encore là, avec la distanciation, ça fait un événement qui est loin d'être chaleureux, là. Parce que les gens sont éloignés l'un de l'autre, ne peuvent même pas penser d'aller manger au même endroit après pour échanger. Ouais. Qui dit deuil, dit échange, dit conversation. Plus tu parles de la personne disparue, plus ça t'aide à entamer ton deuil de belle façon. Toutes ces étapes-là sont escamotées. Ouais. Puis là, ils sont remis dans le temps. Puis encore là, on ne sait pas quand. Bon, mais ça, c'est l'autre affaire, parce que là, vous allez avoir probablement beaucoup de funérailles à célébrer en même temps, en tout cas dans un délai où là, on ne sait pas à quel moment vous allez pouvoir le faire, mais à partir du moment où vous allez pouvoir le faire, évidemment, il va y avoir toute une logistique, disons, à apporter, là. Oui, effectivement. Ben, nous, on a élaboré des plans. Déjà, on est dans l'après, mais l'après, on va le mettre en place uniquement quand on va savoir exactement jusqu'où va aller le confinement, jusqu'où va aller la distanciation sociale. Et honnêtement, on n'est pas très optimiste. Les familles disent « en septembre, on va faire ça ». Mais nous, on ne prend pas d'engagement, c'est clair. Puis 2, même s'ils voulaient faire ça dans une église, il y a même pas, les évêques n'ont même pas autorisé que ça soit tenu dans les églises présentement. Donc, on ne peut même pas planifier quoi que ce soit pour l'instant. Bon. Évidemment, ça, il y a le défi de la gestion des funérailles que vous devez reporter. Il y a un autre enjeu, par contre, et fort heureusement, jusqu'ici, les maisons funéraires n'ont pas tant été confrontées à ça, mais je me rappelle au début de la crise, quand on regardait les courbes italiennes, certaines maisons funéraires craignaient d'avoir à gérer plusieurs dépouilles en même temps. Ça, ce n'est pas arrivé encore jusqu'ici, là. C'est arrivé. Pas de débordement, mais vous dire qu'on était... il y a des journées là, qu'on est sur le seuil critique. Des dépouilles attendant pour la crémation, parce que là, la problématique, ce que ça fait, c'est qu'il y a un goulot d'étranglement qui se crée parce que les familles, de plus en plus, comme nous, on fait de la visioconférence, mais de plus en plus, les familles ne veulent pas venir au complexe funéraire. Donc, tout se fait par téléphone, par Internet, échange de documents, signature de documents par Internet, où on va chercher les documents, on va les porter, ils les signent, ils les ramènent, ainsi de suite. C'est plus long que d'habitude. Ouais. Donc, nous, c'est sûr, tant qu'on n'a pas l'autorisation de disposer de la dépouille, bien, on ne peut pas rien faire avec. Ouais. Fait que pendant ce temps-là, il y a d'autres gens qui décèdent. Oui, il y en a de la COVID-19, là. On en a quand même un bon nombre. C'est loin d'être criant comme dans certains pays ou dans certaines grandes villes, mais ça reste qu'on en a quand même pas mal. Vous avez plus de décès qu'à l'accoutumée, entre autres dû à la COVID, mais le nombre de décès dus à la COVID dans une région comme Saint-Jean, contrairement à d'autres régions au Québec, est quand même, disons, gérable, si on veut. Oui, comparativement même à la basse Rive-Sud, là, je pense que si on regarde la couronne sud de Montréal, qui inclut la prairie Saint-Constant-Candiac, ce secteur-là semble plus touché que nous. Pour quelle raison, je ne sais pas. Peut-être plus forte densification de population. Saint-Jean est quand même la deuxième ville en importance à Montérégie, mais la première, qui est comme 4 fois notre taille, c'est Longueuil. Donc, si nous, on a, je ne sais pas, moi, 10 cas de COVID-19 en termes de décès, bien, eux autres, ils en ont 4 fois plus. Là.
Et Toute dites-moi, proportion gardée. qu'en est-il de la sécurité de vos propres employés qui doivent aller chercher des dépouilles à l'hôpital ou dans un CHSLD? Dans certains cas, on sait que la personne est décédée de la COVID. Dans d'autres cas, décédée d'autres choses, mais encore là, peut-être que la personne n'a pas été testée non plus. Bref, comment ça fonctionne au niveau de la sécurité de vos employés qui doivent manipuler les dépouilles pour aller les chercher et les ramener chez vous? Bien, en fait, nous, on a donné une formation. L'article 138 de la loi sur les services funéraires prévoyait déjà la façon de manipuler des dépouilles atteintes de maladies infectieuses graves. Ouais. Hein, on s'entend que quelqu'un qui peut arriver d'Afrique avec une maladie grave, je ne sais pas, la malaria, le choléra, quelque chose du genre. Déjà, c'était des cas isolés, mais déjà, la loi prévoyait comment on traitait ces dépouilles-là. Et c'est le même texte de loi qui s'applique pour la COVID-19. Mais là, on s'entend que les cas, c'est multiplié par 10. C'est clair. En quelques secondes, Alain Paradis, qu'est-ce que vous dites aux gens qui nous regardent en ce moment, qui ont peut-être perdu un être cher dans les dernières semaines et qui attendent la tenue de la funéraille, ou d'autres qui, malheureusement, vont peut-être perdre un être cher dans les prochaines semaines? Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là aujourd'hui? Bien, en fait, c'est de se préparer à vivre le deuil, travailler le deuil volontairement, même s'ils n'ont pas tous les rituels habituels. Il y a toutes sortes d'outils qu'on peut fournir, nous, pour aider à préparer l'éventuelle cérémonie qui aura lieu dans plusieurs mois, ne serait-ce que d'échanger des photos. Pour ceux qui ont passé à travers un deuil, savent que quand on commence à regarder les photos de bonheur avec la personne disparue, ça vient raviver des situations de joie. Ouais. Fait que ça, il faut en profiter pour utiliser ce temps-là. Et je m'en voudrais de ne pas souligner le travail de mes équipes parce qu'évidemment, on parle de M. Legault qui parle de ces anges là, dans les hôpitaux. Ça, c'est clair qui travaillent avec le monde qui sont en vie et qui sont en fin de vie. Ça, évidemment, c'est critique. Mais nous, ici, on est là comme un service essentiel. On est en bout de ligne. Puis nos gens sont ici. Puis côtoient à tous les jours des gens potentiellement, des dépouilles aussi, puis des employés qui ont côtoyé des dépouilles, puis ainsi de suite, même si on y va avec très grande prudence. Évidemment, pour moi, qu'il y a une crainte, puis je souligne l'efficacité de mon personnel dans cette période. Merci beaucoup, Alain Paradis. Bonne chance pour la suite. Merci à vous. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. Donc, pour le moment, pas de changement au niveau de l'horaire du recyclage et des ordures. Même, on devait mettre la fréquence aux 2 semaines. Pour le moment, c'est un projet qui est reporté à plus tard. Pour plus d'informations, compo.qc.ca. À demain. Bye-bye.